La CAQ ne fait pas mieux. Elle est championne dans ce domaine-là. Divisé pour régner, puis on va entendre ce qui se passe. Nous sommes comme les Gaulois. On se bat entre nous, tandis que César nous regarde nous battre. Il se prépare. Il se prépare à nous rentrer dedans. Ce que tu t'apprêtes à regarder, c'est une entrevue que j'ai faite avec Lucien Wabanonik, qui est chef de la nation Anishinaabe de Lac-Simon, puis il est aussi porte-parole de l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador pour la réforme du régime forestier. On a jasé de la réforme du régime forestier. En d'autres mots, on a jasé de ce que la CAQ veut faire avec nos forêts publiques. Le PL 97, on m'avait donné des orientations claires de se rapprocher d'un environnement d'affaires qui favorisait l'industrie forestière. Elle, c'est Maïté Blanchette-Vézina. Jusqu'à mi-septembre, elle était ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Si tu n'as pas suivi ce qui s'est passé dans l'actualité par rapport à la réforme du régime forestier, je peux te mettre à jour. François Legault, la semaine dernière, il a dit qu'il abandonne le projet de loi 97. Ce projet de loi-là était hautement contesté par presque tous les acteurs qui ont un intérêt dans la forêt, que ce soit les Premières Nations, que ce soit les syndicats de travailleurs, les groupes environnementaux, les pourvoiries, etc. Il y a juste un groupe qui était quand même content du projet de loi. L'industrie forestière. Là, peut-être que tu te dis, ça me donne rien d'écouter une conversation au sujet de la réforme du régime forestier si la CAQ a abandonné son projet de loi. Mais c'est là que tu te trompes. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la CAQ a abandonné le projet de loi, en fait? C'est-tu parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'avait pas de bon sens les orientations qu'ils essayaient de donner au projet de loi, ou c'est parce qu'il y a plusieurs acteurs sur le terrain qui se sont mobilisés contre le projet de loi, puis il y a eu assez une grogne populaire importante pour faire en sorte que le projet de loi soit mis de côté. Si c'est la deuxième option qui est vraie, la CAQ n'a pas fini de travailler pour faire passer un projet de loi qui est grossièrement à l'encontre des intérêts du Québec. Personnellement, je pense que c'est ça qui est en train de se passer, fait que ça vaut vraiment la peine de continuer de pousser pour empêcher la CAQ d'arriver à ses fins. Puis c'est dans ce cadre-là que la conversation que j'ai eue avec Lucien Wabanonik s'inscrit. On a jasé de plusieurs choses durant cette conversation-là. On a parlé des droits ancestraux des Premières Nations. Au Canada, les Premières Nations n'ont jamais été conquis, militairement parlant. Donc, nos droits et nos terres nous appartiennent de plein droit. On a parlé de la destruction environnementale, puis on a jasé de comment ça pourrait devenir beaucoup, beaucoup pire avec le passage d'un nouveau projet de loi. Ces espèces sont en voie de disparition. Il y a des plantes qui sont déjà disparues. Il y a des insectes. Il y a toutes sortes de bébés dans le territoire. Il n'y a pas juste un arbre. On a jasé du comportement de la CAQ durant tout le processus d'élaboration du projet de loi en lien avec les Premières Nations. La ministre, lors de cette rencontre-là, avec son équipe, ont exigé à ce qu'il y ait une entente de confidentialité. On ne fonctionne pas comme ça, nous, les Premières Nations. On veut être transparent, puis on va rester transparent vis-à-vis de nos membres. Puis des violations flagrantes des droits ancestraux des Premières Nations qui auraient été acceptées si le projet de loi avait passé tel quel. Parce que nos droits sont protégés par non seulement par la Constitution canadienne, mais au niveau de la nation, des Nations unies, au niveau international. On a jasé aussi des blocus autochtones sur le territoire québécois. Les gens de Mamo, là, moi, là, j'appuie leur message. J'appuie leur message à 100 %. On a parlé de l'attitude de Maïté Blanchette-Vézina face aux Premières Nations. Puis elle a dit à la fin, intenter à la vie des Québécois. Faisons attention aux mots qu'on utilise. Si vous mentionnez que vous voulez attenter à la vie de Québécois. C'est grave, ça. C'est très grave, c'est très sérieux. Moi, je le prends ça très au sérieux. Puis les gens devraient prendre ça au sérieux, ce genre de discours-là d'un ministre. Imaginez, d'un ministre. Puis on a parlé de l'importance cruciale du territoire pour l'identité culturelle des Premières Nations. On a bien beau dire, ouais, ça va repousser. Oh, ils ont raison, ça va repousser. Mais après combien d'années? Après une génération. Notre génération qui a besoin de ces territoires-là pour justement éduquer nos jeunes. Bonne écoute! La priorité va être donnée à l'industrie forestière. C'est eux qui décideront d'aménager ou complètement de couper des zones qu'un chasseur voudrait comme garder ou tout le moins protéger un habitat faunique important. Ou utiliser le territoire à d'autres fins que l'industrie voudrait faire. Donc l'extraction de bois, de coupe massive de bois, là, pour un tiers du territoire, là, partout au Québec, même dans les zones sensibles. C'est ce qui est important de retenir. C'est ce qu'avance la proposition du Québec de la ministre Maïté Blanchette dans le nouveau régime forestier, le PL 97 nommément. C'est le projet de loi qui est nommé comme ça.
Donc, effectivement, ça va toucher non seulement nous, en premier lieu, les Premières Nations, en termes d'occupation de nos territoires ancestraux non cédés. Ce qui est important de retenir quand on dit non cédé, c'est qu'il n'y a jamais eu d'entente. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de passe-droit. Ces droits-là existent depuis des temps immémoriaux. Donc, avant l'arrivée, l'existence même du Québec, avant l'existence même du Canada. Au niveau des conquêtes, on dit parfois conquête de l'Amérique. Au Canada, les Premières Nations n'ont jamais été conquises, militairement parlant. Donc, nos droits et nos terres nous appartiennent de plein droit. Ils sont effectifs. Notre souveraineté territoriale est encore existante même au moment où on se parle. On n'a pas signé de traité au niveau du Québec, sauf peut-être la Convention de Belgium avec la nation Cree et les Naskapi et les Inuits. Toutes les autres nations, comme les Atikamekw, dans ce cas-ci, ceux qui font une activité sur le territoire pour protéger leurs terres ancestrales, les familles sont préoccupées. Il y a d'autres nations. Les nations algonquines, Cree en particulier, ils vont être touchés peut-être en partie, mais beaucoup plus les Anishinaabe, les Atikamekw et les Inuits. Donc, c'est les 3 nations où il y a une ceinture boréale, les territoires où il y a de la forêt encore. C'est ces territoires-là, de ces nations-là, qui vont être impactés directement par ce projet de loi-là. Donc, c'est important que les gens comprennent qu'eux aussi vont être impactés négativement. Et beaucoup, hein? Et beaucoup. On ne sait pas encore l'ampleur. C'est ce qui fait peur. Nos gens sont très préoccupés par rapport à ce projet-là du Québec, de la CAQ, là, qui, dans ce qu'on comprend, nous, ils veulent ignorer les autres utilisateurs, mais donner la carte blanche à l'industrie forestière. En gros, c'est à peu près ça. Là. OK. C'est un bon survol. On peut rentrer plus en détail dans différentes facettes de ça. Fait que, de ma compréhension, moi, le projet de loi 97, en gros, ce que ça vise à faire, c'est moderniser la façon qu'on gère les forêts publiques au Québec. Fait que tu as différents groupes qui ont des intérêts sur le territoire. Tu as l'industrie forestière qui veut couper du bois pour faire de l'argent. Puis tu as d'autres groupes qui veulent protéger la biodiversité. Tu en as d'autres qui veulent chasser, pêcher. Tu as les pourvoiries qui ont leurs intérêts aussi, les parcs nationaux, etc. Fait que la réforme du régime forestier, c'est qu'il change complètement la manière de faire en sorte que tous ces groupes-là s'entendent sur comment utiliser les forêts. Fait que, en gros, tu as la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier qui est en place en ce moment, puis le projet de loi 97 va remplacer ça. Fait que, je ne sais pas si vous pouvez nous parler un petit peu des détails de comment est-ce que le projet de loi 97 modifie le mode de fonctionnement. Écoutez, ça va remplacer les autres législations ou règlements qui touchent le territoire. La primauté va être donnée à l'industrie. C'est ça qu'il faut retenir. Là. Les autres projets législatifs ou existants tomberont en secondaire. Donc, la protection du territoire, de la biodiversité, le climat, la protection des espèces fauniques, des habitats fauniques, ça devient secondaire, de ce qu'on en comprend. Même s'ils disent, là, il y a un tiers qui va être protégé, il y a un tiers d'utilisation multiple, un tiers qui va être en industrie. Ouais, l'industrie va aller plus loin que ça. Veut dire triade, le zonage, la triade? Oui, le triade, c'est on va diviser le territoire en 3. Peu importe quelle partie du territoire. Ce qu'on ne sait pas en ce moment-ci, c'est que c'est la superficie ou la dimension de ces triades-là. On ne le sait pas. Ça, c'est un gros point d'interrogation pour plusieurs, dont nous, les Premières Nations. Le triade, c'est 3 volets où, l'extraction, il va être donné à l'industrie exclusivement. Le deuxième volet, c'est usage multiple. Puis encore là, l'industrie va pouvoir avoir accès à ces territoires-là, même si on dit priorité un tiers, mais dans le deuxième tiers, ils vont avoir le droit d'aller accéder, ils vont aller couper. Ils vont avoir peut-être des ententes là, avec, pour la protection, mais moi, je pense que ça va être assez minimal. On connaît l'industrie. Puis la troisième, protection environnementale. Dans le concept que le gouvernement veut procéder, c'est l'inverse. Le monsieur, l'ingénieur forestier qui a créé le concept de triade, lui, ce qu'il dit, c'est que le triade, oui, c'est intéressant, mais il fallait, en premier lieu, protéger ce qui est possible de protéger.
Donc, les habitats fauniques, les derniers forêts massifs, parce qu'il n'y en a plus tant que ça, il faut se le dire, là, il n'y en a plus tant que ça, des forêts massifs, là, des anciennes forêts. Ça n'existe presque plus. Même si le gouvernement dit, oui, les arbres, ça pousse. Oui, ça pousse. Tout le monde le sait. OK? On apprend ça à la petite école. Sauf que là, les impacts immédiats, c'est la destruction de beaucoup d'habitats. Puis les animaux vont se déplacer, ou bien l'habitat est tellement perturbé qu'il n'y aurait plus de ces espèces-là. Ces espèces sont en voie de disparition. Il y a des plantes qui sont déjà disparues. Il y a des insectes. Il y a toutes sortes de bébés dans le territoire. Il n'y a pas juste un arbre. C'est ce qu'on déplore, puis c'est ce qu'on dénonce avec ce projet de loi-là. Toutes les autres espèces, utilisateurs, c'est malheureux, mais tout le monde va en payer le prix. C'est pas juste nous les Premières Nations. On gagne à s'allier contre ce projet de loi. Tout le monde va y trouver son compte, je pense. Mais c'est pas tout le monde qui va être satisfait. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Mais il faut faire l'effort de travailler ensemble, puis de mieux se connaître, de mieux se comprendre, puis de mieux connaître les besoins des uns et des autres. Ça, je pense qu'on n'a pas le choix. Tout le monde va vivre sur ce territoire-là. Il n'y a personne qui va disparaître là. Absolument. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Puis on a quand même des preuves assez fortes de ça avec le fait qu'il y a juste l'industrie forestière qui est satisfaite par ce projet de loi-là. J'ai regardé les consultations particulières avec Maïté Blanchette-Vézina en fin mai, début juin. Puis on voyait, il y a 22 groupes qui sont apparus en consultation particulière. Sur les 22, il y a seulement le Centre de l'industrie forestière, le Conseil de l'industrie forestière du Québec qui était satisfait par le projet de loi. Il y avait 4 groupes qui représentaient des syndicats de travailleurs forestiers. Tous étaient contre le projet de loi. Des groupes environnementaux, des parcs nationaux, des pourvoiries, les Premières Nations. Tout le monde, c'était pratiquement unanime, sauf pour l'industrie forestière, que le projet de loi donnait, dans le fond, en guillemets, les clés de nos forêts à l'industrie forestière. J'aimerais ça revenir sur ce que vous étiez en train d'expliquer, la triade. L'ingénieur, je pense, c'est Christian Messier, auquel vous faites référence, c'est ça? Que lui parlait du fait qu'on devrait commencer par la zone, si on veut, de protection de la biodiversité. Puis ensuite, regarder quelles sont nos options avec les territoires restants, justement pour s'assurer que les endroits qui sont plus riches en biodiversité, comme vous disiez, il y a des espèces qui sont en voie de disparition, il y en a déjà qui sont disparues, s'assurer qu'on protège les territoires qui sont les plus cruciaux, si on veut, les plus névralgiques pour la forêt. Puis après ça, on se concentre sur les autres territoires. Fait que ce que vous dites, c'est que ce que la ministre propose, ce que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts propose, c'est de faire l'inverse, commencer. C'est ça. Okay. L'extraction en premier, puis on verra ce qui reste. C'est le discours de la ministre. Le problème, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les travailleurs forestiers, là, ils sont pris vraiment en étau. C'est pas leur faute. Là. Moi, je ne blâme pas personne. Là. Ce qui est à blâmer, c'est le gouvernement actuel. Et tout gouvernement qui aurait cette même pensée-là, cette même idée-là de pousser tout le monde dans un coin et de les peinturer. Ça, c'est négatif, c'est pas bon pour personne, c'est pas bon pour la société. Vous savez, nous, les Premières Nations, on dépend depuis des millénaires sur ce territoire-là. Nos ancêtres sont enterrés sur l'ensemble du territoire. Ils ne sont pas nécessairement identifiés par une croix. Puis il y a des endroits où c'est vraiment plus sensible. Puis ça, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre dans la société en général. On est ici depuis des millénaires. On a des traces, on a des noms de nos lieux. Shawinigan, c'est un nom autochtone, ça. Québec, c'est un nom autochtone. Abitibi. Abitibi-Témiscamingue, c'est un nom algonquin. Il y a des traces et des noms partout sur le territoire qui sont identifiés au nom des Premières Nations, des lieux et des sites importants. C'est là partout au Canada. Les gens oublient ça. Puis c'est vraiment déplorable, cette perte de mémoire-là collective, parce qu'il faut toujours se ramener à l'histoire. Nous, on est rattachés, enracinés dans le territoire. C'est là que proviennent nos racines, notre langue, notre identité, notre culture. Nos médecines proviennent du territoire. Vous savez, c'est des choses qu'on oublie. On n'apprend pas ça nécessairement à la petite école. Hein. C'est ça ce qui est malheureux, c'est ce qu'on déplore. Mais le gouvernement, elle, continue à diviser pour régner. La CAQ ne fait pas mieux. Elle est championne dans ce domaine-là. Diviser pour régner, puis on va entendre ce qui se passe.
C'est comme un monsieur, je regardais tantôt, il expliquait un peu dans ses propres mots. Nous sommes comme les Gaulois. On se bat entre nous, tandis que César nous regarde nous battre. Il se prépare. Il se prépare à nous rentrer dedans. C'est un peu ça l'image qu'on pourrait garder de la situation actuelle sur le PL 97. Le Québec n'aiderait pas les Premières Nations. Puis c'est pas avec des ententes, des petites ententes signées dans un coin de table que ça va se régler. C'est vraiment une relation de société. Il faut regarder au-delà des gouvernements, au-delà des mandats qu'ils ont avec leurs belles promesses. Il faut vraiment regarder à long terme. Parce que personne, comme je disais tantôt, va quitter le territoire. On est tous là pour rester. Hein. Ça, il faut se le dire, il faut comprendre ça. Maintenant, comment on gère ces relations-là, cette réconciliation? Parce qu'il est question aussi de réconciliation, des intérêts, la réconciliation législative, parce que nos droits sont protégés par non seulement par la Constitution canadienne, mais au niveau de la nation, des Nations unies, au niveau international. C'est reconnu. C'est un fait. Donc, ceci dit, le gouvernement doit agir en conséquence, doit lui-même reconnaître ça, puis changer sa législation, sa façon de penser, de voir les choses en termes de relations avec nous, les premiers peuples. C'est tout ça, mais il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de discussions entre nous pour mieux se connaître. Parce que c'est question de se réconcilier puis mieux se connaître. Puis en même temps, toute la question de respect va de pair avec tout ça. C'est important, ça. Mm-hmm. Vous parlez de l'ONU, je trouve ça vraiment intéressant. Vous êtes allé, je pense, visiter, c'était directement au moment où Maïté Blanchette-Vézina a mis sur la table le projet de loi 97. Vous étiez à New York, je pense. J'ai été à New York avec mes compères d'autres nations. J'ai été aussi à Genève dernièrement, pour justement dénoncer le PL 97 au niveau international. Nous avons rencontré des gens à plusieurs niveaux, d'autres Premières Nations, d'autres autochtones à travers le monde, qui vivent des situations similaires, mais parfois beaucoup plus radicales. La question palestinienne, par exemple, avec Jérusalem. On peut faire des liens avec la bataille que nous avons ici au Québec contre le projet de loi. Le Québec veut ignorer, il veut nous rentrer dedans. Il veut nous rentrer dedans, puis tous ceux qui s'opposeront à leur projet de loi. C'est ça que ça veut dire. Si on essaie de trouver, je pense que j'ai quelque chose peut-être pour appuyer un peu ce que vous dites. Je me mets dans la tête de quelqu'un qui n'est pas familier du tout avec le projet de loi ou avec ce que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts propose. Puis je sentirais une petite hésitation à vous suivre dans votre ligne de pensée. Fait que je vais essayer de vous donner des outils pour un peu prouver votre point. Je vous dirais que, de mon point de vue, je peux vous donner mon opinion. Je pense que ce serait, pour la souci de transparence, ce serait mieux. Là. Je pense vraiment que le projet de loi 97 est une grosse erreur, simplement parce que l'industrie forestière irait chercher beaucoup trop de pouvoir. Puis le projet de loi 97 fait en sorte que la ministre elle-même s'enlève du pouvoir de ses mains, puis elle donne à l'industrie forestière. On pourra parler des mécanismes par lesquels ça se passe plus tard, mais j'aimerais ça juste vous montrer un épisode où est-ce qu'on voit que vous discutez dans les consultations particulières des tensions qui existent sur le territoire en ce moment. Vous avez parlé des nations Atikamekw, surtout qui sont impliquées là-dedans, avec le groupe MAMO. Oui, c'est ça. Puis, vous passez en consultation particulière le 3 juin. Le lendemain, le 4 juin, Maïté Blanchette-Vézina passe en entrevue à Cube Radio. Puis, j'aimerais juste vous faire jouer un petit passage de ça pour un peu exemplifier l'idée que vous dites que le gouvernement du Québec est en train d'essayer de diviser la population. On veut vraiment sensibiliser les gens, les parlementaires à ce qui se passe sur le terrain. On n'a pas tout le contrôle sur personne. C'est ça qui rend la chose vraiment difficile. On a versé Mme la ministre, pas une fois, ni 2 fois, mais 3 fois, même par le biais des journaux. On a essayé de sensibiliser la ministre de ce qui peut arriver. C'était pas notre souhait, ça. C'est pas le souhait de personne de voir la haine, le racisme ou la division au sein d'une société démocratique, là. Il n'y a pas 1, 2, 3 groupes. Là. Il y a des dizaines de groupes qui s'opposent à ce projet-là. Moi, quand j'ai des Premières Nations que j'entends dire, ça se peut que ce soit le prochain au cas. Si j'étais ministre à votre place, ça m'inquiéterait. Est-ce que ça vous inquiète ou vous dites, bof, on va passer notre projet de loi puis il va falloir qu'ils vivent avec, là? Mais
Moi, j'ai commencé l'entrevue en vous disant on est en consultation, puis je demeure à l'écoute. Ceci étant, c'est normal que je défende vous notre êtes à position. l'écoute. Mais est-ce que je peux terminer? Je veux juste terminer ce que je vous mentionne. Ah ben, vous La pouvez pas crise dire que je vous ai d'Oka, il y coupé. a eu un Là. mort. Non, mais je regrette, Madame la ministre. J'ai vraiment été respectueuse. Je vous ai pas coupé. Je vous ai entendu. C'est un monologue. J'essaie de comprendre comme tout le monde. Puis sincèrement, moi, ma dernière question, puis on va se quitter là-dessus, c'est on parle d'un prochain Oka. Oka, là, tout le monde est traumatisé du Québec. C'est quoi votre réaction par rapport à ça? La crise d'Oka, il y a eu un mort. Ce que j'ai dit aux Premières Nations, c'est faisons attention collectivement aux mots qu'on utilise, parce que si vous mentionnez que vous voulez attenter à la vie de Québécois, pour moi, c'est très inquiétant. Fait que pour ceux qui vont vouloir regarder, là, pour les personnes qui regardent ça en ce moment, je vais mettre le lien vers l'entrevue complète. Vous pouvez aller voir ça. J'aimerais savoir votre réaction à ce qui a été dit. Bien, encore une fois, la ministre et Mme Maréchal le dit, c'est un monologue. Hein? C'est quelqu'un d'autre qui essaie de comprendre. Pardon. Oui, c'est quelqu'un d'autre qui essaie de comprendre c'est quoi l'orientation du Québec, c'est quoi, vers où il veut s'en aller. Mais Mme Maréchal le dit, c'est un monologue. La ministre ne semble pas vouloir ou être intéressée à écouter les autres parties, les autres utilisateurs. Puis elle a dit à la fin, intenter à la vie des Québécois. C'est grave, ça. C'est très grave, c'est très sérieux. Moi, je le prends ça très au sérieux. Puis les gens devraient prendre ça au sérieux. Ce genre de discours-là d'un ministre, imaginez, d'un ministre. Je trouve ça aussi très grave et très inquiétant. Oui, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Est-ce que ce gouvernement de la CAQ va continuer à aller dans cette direction-là? Puis essayer, encore une fois, de peinturer nos Premières Nations, nos familles. Les gens de Mamo, là, moi, là, j'appuie leur message. J'appuie leur message à 100%. Il y a différentes façons de faire. Ils ont procédé de cette manière-là. C'est leur décision. Mais on est poussé, constamment poussé à aller vers cette direction-là par les gouvernements qui n'entendent rien, qui n'écoutent pas. On les a avisés, là. Oui. J'ai été devant la commission parlementaire. Je leur ai dit, là, devant le Parlement. Là. Les autres partis de l'opposition étaient là. Mais qu'est-ce qu'on entend d'eux? Zéro pied de mort. Le PQ, qu'est-ce qu'on entend? Absolument rien. Donc, sont-ils d'accord avec la position de la CAQ? Ça, c'est à questionner. Là. Moi, je pose la question. Qui répondent à cette question-là? Tous les députés devraient être concernés. Pas juste la CAQ. Tous les députés, les citoyens, les maires, les mairesses, tout le monde. Les organisations syndicales et autres, là, je pense que la bataille n'est pas seulement au niveau des Premières Nations. Le seul obstacle qu'il y a devant ce gouvernement-là, c'est nous, les Premières Nations. Parce qu'ils n'écoutent rien des autres utilisateurs. Ils n'écouteront pas non plus. Nous, on est un obstacle. Puis ils veulent nous tasser de là. Ils veulent carrément nous mettre de côté, nous ignorer, nous bafouer encore une fois. C'est de la violence. Là. C'est vraiment de la violence législative, politique, nommément comme vous voulez. C'est de la violence. C'est ce qu'on subit encore aujourd'hui en 2025. Il me semble qu'on a assez subi de violence, nous, les Premières Nations. Nos enfants qui ont été placés au pensionnat. Moi-même, j'étais au pensionnat. Ah ouais? J'ai survécu à ça. Puis je peux vous dire que c'était pas drôle. C'était pas la petite école comme on connaît au Québec ni au Canada. Est-il à celui de Saint-Marc? J'ai été à celui de Saint-Marc-de-Figuerie, oui, effectivement. Puis c'était pas drôle. Vraiment pas. Puis je le souhaite à personne. Personne. Peu importe qui t'es aujourd'hui, là, non, c'est pas souhaitable. Ça brise les générations, ça. Il y a des coupures importantes vis-à-vis de la langue, la culture et de l'identité. Pas pour rien que nos gens se retrouvent en surconsommation. C'est intergénérationnel, ce trauma-là. C'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Mais là, on en a assez. Nous, ce qu'on dit au gouvernement, à tous les partis, c'est assez. Si vous voulez vous entendre avec nous, on est prêts vraiment, sérieusement, à prendre les choses puis dire, OK, voici les conditions acceptables avant de dire, oui, OK, on va s'entendre sur quelque chose. Mais ça prend vraiment le bureau du premier ministre qui s'engage avec nous. Qu'on écoute ces personnes-là dans Mamo. Écoutez-les. Qu'on écoute les gens qui représentent leur conseil, leur communauté. Écoutez-les. Tout le monde va être gagnant. On écoute tous les autres utilisateurs. J'aimerais ça parler un petit peu plus de l'héritage, si on veut, sur le territoire du Québec, des Premières Nations versus les Québécois.
moi, avant de commencer à faire plus de recherches sur cette situation-là, j'avais un peu en tête l'idée que l'individu avait plus d'importance que la communauté. J'avais de la difficulté à saisir le concept du fait qu'il y a différentes identités culturelles puis que c'est important de les conserver. Fait que pouvez-vous parler de ça? Ben oui, ben oui. Effectivement, c'est important. Vous savez, on a tous notre perception. En tout cas, les choses qu'on connaît ou qu'on comprend, mais il y a des choses qu'on comprend moins. C'est normal, tout le monde est comme ça. Là. On ne se prétend pas mieux connaissant qu'un autre. Là. C'est loin de là. Mais je pense qu'il faut comprendre que les liens que nous avons, nous, les Premières Nations, avec le territoire, nous, on dit que ce lien-là est sacré, est immuable. Comme je disais tantôt, mon territoire, c'est mon école, c'est ma médecine. C'est là où je me sens bien, c'est là où je me sens connecté. C'est là où j'ai vécu et survécu, et je dirais même plus, grandi. Nos nations ont grandi avec leur territoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on ne regarde pas juste l'arbre. Hein. L'arbre, c'est un seul élément parmi tant d'autres. C'est interconnecté. Tu perturbes quelque chose dans un territoire, il va avoir une conséquence X. Tu ne le verrais peut-être pas tout de suite, mais nous, les Premières Nations, on le voit assez rapidement. C'est quoi les conséquences d'une perturbation massive sur le territoire? Quand tu vois le territoire qui est coupé, on a bien beau dire ouais, ça va repousser. Ah, ils ont raison, ça va repousser. Mais après combien d'années? Après une génération. Notre génération qui a besoin de ces territoires-là pour justement éduquer nos jeunes. Comprendre c'est quoi cet ensemble d'éléments qui sont naturels, même qui vont au-delà de la nature. Au niveau spirituel, on a des liens sur ce territoire-là. Il faut vraiment essayer de se mettre à notre place. Puis essayer de comprendre, puis venir nous voir. Nous, là, ici, il n'y a pas de barricade. Hein. La communauté ici est ouverte à tout le monde. Mais il faut juste s'annoncer et dire OK, je viens visiter, je voudrais mieux comprendre, je voudrais participer, collaborer. Tout le monde peut le faire. Tout le monde. On n'a jamais empêché le Québec de grandir ni le Canada. Au contraire, on a été parmi les bâtisseurs de ces liens-là, de cette collaboration-là. Mais le gouvernement, au cours des dernières années, je dirais du siècle même et demi, là, ont essayé de. Ils ont dit génocide culturel de le rapport vient, pour ceux qui s'en souviennent. Mais génocide, c'est le mot à retenir. Vis-à-vis de nous, les Premières Nations. On a vécu ça. C'est grave, là. Est-ce qu'on vous demandait aux Juifs d'oublier l'Holocauste? Puis dire, ah, ça s'est passé il y a juste 50 ans, on a passé à autre chose. Là. Non. Ça ne se fait pas de même. Une société ne devrait pas parler comme ça, ni agir de cette manière-là, ni endosser ce genre de discours-là. C'est pas respectueux, c'est vraiment l'inverse. Mais c'est le genre de relation, de communication qu'on peut faire. On peut faire avec la prochaine génération, les jeunes au primaire. Nous, on le fait déjà au Lac-Simon. On accueille des gens ici, on leur transmet certaines notions, certains concepts de ce qu'on nous, on retient dans la compréhension générale du cosmos, je vais le dire comme ça. Mais il y a beaucoup de chemin à faire, beaucoup de chemin. Puis les gouvernements devraient eux-mêmes essayer de mieux comprendre les Premières Nations, ce qui n'est pas le cas. Pas avec ce gouvernement-là. Pouvez-vous expliquer un peu, selon vous, pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec aurait un intérêt ou pourquoi est-ce qu'il désirerait vous couper l'herbe sous le pied comme ça? T'sais, on s'entend que la réforme du régime forestier, il y a quand même des orientations qui peuvent être assez claires, dans le sens que il y a du profit à faire sur l'exploitation des forêts. Fait que le chemin se fait quand même rapidement, mais ça me fait penser à un cas, la protection du caribou forestier. Il y a quelques Premières Nations sur le territoire du Québec qui ont demandé au gouvernement du Québec de collaborer à la stratégie pour la protection du caribou forestier. Puis il a fallu qu'il amène le gouvernement du Québec à la Cour supérieure. Puis finalement, la Cour supérieure a tranché en faveur des Premières Nations. Exact. J'aimerais ça, mettons, sur cet enjeu-là, quel est l'intérêt pour le gouvernement du Québec d'ignorer les considérations des Premières Nations? Ben, c'est le profit. C'est tout ce qu'ils regardent. C'est de l'économie, capitalisme sans borne. Là.
en tout cas, moi, c'est de ma compréhension de la position de ce gouvernement-ci. Puis j'espère que le prochain gouvernement n'aura pas cette pensée-là. Il y a un équilibre, parfois, qu'on dit. Mais c'est pas évident de trouver l'équilibre. Puis plus vous avez d'intervenants, plus c'est compliqué. Puis on comprend ça. Nous, les Premières Nations, on a souvent jonglé avec des éléments de cette nature-là. Même si les enjeux peuvent paraître très difficiles et complexes, ce n'est pas une excuse de s'ignorer ou d'ignorer un parti. Mais ce qu'on propose, nous, c'est vraiment de dire on est sur le même territoire. Il y en a qui ont des droits différents des autres utilisateurs. Moi, je n'irais pas faire la loi en Chine. Là. Je n'irais pas imposer mes droits en Chine, ni ailleurs dans d'autres pays. C'est ce qu'on dit au Québec. Vous êtes chez nous. Vous êtes chez les Premières Nations. Ça l'a toujours été. On n'a jamais cédé et abandonné aucune partie de nos territoires. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, première chose, c'est la communication. Mais il faut vraiment s'engager. On ne peut plus retourner en arrière. C'est impossible. Pour personne. C'est impossible qu'on se le dise. Il faut que ce soit honnête et qu'à dire, OK, les enjeux, voici ce qu'il y en est. La relation Première Nation, Québec ou Canada doit être conciliée. Il doit y avoir des réconciliations à plusieurs niveaux. Il y a la mécanique à travailler là-dessus. Il y a des choses qu'on peut avancer. Il y a des choses qu'on va dire non, parce qu'on ne peut pas tout accepter, comme d'autres parties. Mais à tout le moins, qu'on commence à se parler. Puis sérieusement, puis ça presse. Là. Ça, là, ce qui arrive sur le territoire, là, c'est la pointe de l'iceberg. Même si on verrait l'équipe SWAT, la Sûreté du Québec, ils vont juste gagner quelques mois. Ils ne régleront rien avec des interventions musclées de la police. Ils ne règlent absolument rien. On l'a vu dans le passé. Au cas, en 1990, il y a eu l'armée qui est intervenue. Et pourtant, encore aujourd'hui, il y a une situation de crise. Ça ne se terminera pas ni par l'armée, ni par la Sûreté du Québec, ni la police d'intervention SWAT, là, ça ne réglera pas la question. Ça va juste la repousser quelque temps. Vous avez l'air vraiment inquiet que la situation dégénère. Ben oui, qui ne serait pas inquiet? Qui ne serait pas inquiet de voir quelque chose qui pourrait déraper? Puis là, je ne parle pas juste des policiers. Je parle de tous ceux qui sont là sur le terrain. Là. Ils ont des vies, ces personnes-là. Ils ont des familles, ces personnes-là. Puis le Québec doit dire, OK, c'est assez, là, parlons-nous, là. Parce qu'ils peuvent trouver une partie de la solution, mais nous, on fait partie de la solution aussi. On doit être inclus dans la solution. On ne peut pas passer à côté de ça. Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Je sais que vous avez participé à une table de haut niveau avec la ministre au sujet du projet de loi 97, mais le 22 juillet, la PNQL a pris la décision de se distancer de ce processus-là. Est-ce que vous avez des nouvelles de comment est-ce que le projet avance? Est-ce que vous savez quelque chose à dire? On ne retournera pas à cette table-là pour tout de suite. Je ne suis pas sûr qu'on va vouloir y retourner. Simplement parce que le niveau de discussion n'était pas suffisant ou l'engagement n'était pas suffisant. C'était au niveau de la ministre. Donc, nous, ce qu'on dit maintenant, c'est plus au niveau des différents ministres, ni de M. Lafrenière, ni de Mme Blanchette, ni autres ministres. C'est le bureau du premier ministre qui doit être impliqué maintenant. Sans cet engagement-là, ce serait très difficile de retourner à des propositions là, qui viendraient des ministres. Là. Nous, là, c'est passé maintenant. On ne reviendra plus là-dessus. Là. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique à partir du moment où est-ce que vous avez pris conscience, j'imagine que c'est le gouvernement du Québec qui vous a avisé ou vous l'avez appris d'une autre façon que le projet de loi 97 allait être créé. Je sais que vous avez participé à des tables de concertation ou je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais bref, pour donner vos opinions, donner vos solutions, pour que ces solutions-là soient prises et intégrées dans le projet de loi. Pouvez-vous me parler de l'historique à partir de ce moment-là jusqu'à la publication du projet de loi jusqu'à aujourd'hui? Ben oui. Écoutez, ça date de plusieurs mois maintenant. Je n'ai peut-être pas les dates exactes, mais au départ, c'était nos techniciens. Nos gens qui travaillent à nos bureaux ici, par exemple, aux ressources naturelles. On a un département des ressources naturelles qui regarde l'industrie, l'extraction, les emplois, pas les emplois, mais les permis de consultation, les demandes de consultation, c'est-à-dire. Nos équipes techniques nous ont avisés qu'il y avait un projet de loi qui s'en venait il y a déjà plusieurs mois. Suite à ça, moi, j'ai été briefé. Puis ensuite, il y avait l'Assemblée des Premières Nations, l'APN qu'on appelle, ou l'AFN en anglais, qui avait lieu à Ottawa.
Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avisé mes collègues chefs des autres nations. Je leur ai dit que ce projet de loi-là allait impacter tout le monde. Nos familles, nos peuples, nos nations. Elle a été impactée négativement puis à grande échelle. Ça a beaucoup fait réagir. À partir de ce moment-là, j'ai demandé à mes collègues s'ils seraient prêts à signer une lettre que j'avais proposée à ce moment-là. C'était accepté. Il a été co-signé par plus de 20 chefs, si ma mémoire est bonne. On a envoyé à la ministre, au gouvernement du Québec, qu'on était inquiet de l'orientation du Québec sans nécessairement nous avoir été consultés correctement. Parce qu'il y a une lacune dans le modèle de consultation intérimaire, parce que c'est intérimaire. Le modèle du Québec là, de consultation là, avec les Premières Nations, là, il est intérimaire. Il n'est pas standard. Il y a différents ministères, il y a plusieurs ministères au sein du Québec. Puis chacun a leur façon de faire, de consulter, nous, les Premières Nations. Il n'y en a pas un qui est pareil. Donc, le gouvernement du Québec, au départ, ne s'en occupait pas vraiment de ça. C'était pas sérieux. C'était pas, pour eux, c'était pas important, les Premières Nations, leurs droits et tout ça. C'était pas sérieux, c'était pas important. C'est ce qu'ils se disaient, je pense. Ceci dit, il y a un changement assez rapide du leadership au niveau de la façon d'aborder la question. Dans le sens qu'il y a eu des interventions beaucoup politiques, des correspondances, échanges, des rencontres. Une rencontre que nous, on a demandé, c'était d'avoir une rencontre au sommet, une rencontre de haut niveau. C'est nous qui l'avons proposé. C'est pas vrai que c'est la ministre qui a proposé ça. C'est nous qui nous sommes avancés, suite à la lettre que je vous parlais tantôt, de créer cette table-là de haut niveau où les chefs ou communautés qui étaient intéressés à participer ou ceux qui étaient impactés désiraient y prendre part. Donc, il y a eu des chefs qui se sont manifestés. La nation Innu, les Atikamekw, la nation algonquine, moi-même j'y étais. Donc, il y avait quand même beaucoup d'intervenants, puis incluant des spécialistes au domaine forestier, dans le domaine forestier. On avait parmi nos équipes des ingénieurs, on avait des biologistes, des environnementalistes, des avocats aussi qui faisaient partie de cette discussion-là, parce qu'elle était politico-technique, je vais le dire comme ça. Donc, il y avait des spécialistes qui nous accompagnaient à ce moment-là, de plusieurs communautés. Ceci étant, on a dit à la ministre, parce qu'on était avec la ministre Maïté Blanchette et le ministre Lafrenière, quelles étaient nos préoccupations. On a été très clair, on a été direct. Ce n'était pas quelque chose qu'on peut ne pas prendre au sérieux. Là. Donc, on a eu quelques rencontres, mais sans nécessairement avoir l'écoute qu'on pensait avoir. Comme Mme Maréchal l'a dit tantôt, j'ai fait cette interview-là après la ministre, la même interview avec la même Mme Maréchal, j'ai fait l'interview par après. Puis, comme vous, Mme Maréchal a été abasourdie de la façon de faire et d'agir ou de la réponse de la ministre. Donc, nous, on essaie de trouver des solutions. C'est nous qui proposons tout le temps les propositions, mais on n'est pas écoutés. La nation Atikamekw, ça fait plus de 30 ans qu'ils essaie de trouver des pistes de solutions, qui propose des actions, qui propose des solutions. Mais qui écoute? Combien de partis politiques ont été au pouvoir depuis ce temps-là, des 30 dernières années? Il y a eu les libéraux, on a eu le PQ, on a le CAQ maintenant. Le prochain, on ne sait pas c'est qui. On pense peut-être le PQ, mais encore là, est-ce qu'ils vont écouter ce nouveau gouvernement? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va être le nouveau gouvernement. Mais à tout le moins, nous, ce qu'on dit, ça doit cesser. Cette relation-là, il doit trouver un équilibre. Ce n'est pas la Première Nation contre le Québec ou Première Nation contre les citoyens du Québec. Non, non. Il faut aller au-delà de ça. C'est de notre responsabilité d'aller au-delà de ça. On ne peut pas s'ignorer. On ne peut pas continuer dans cette même voie-là. On a déjà une mauvaise expérience. Je reviens à la crise d'Oka. On ne veut certainement pas perdre aucune vie. Aucune vie. Ça, il faut qu'on se le dise. On ne peut pas accepter ça maintenant. On est rendu à 2025. Là. Il me semble qu'on doit agrandir un peu. Là. Ouais. Ça, c'est du point de vue moral, mais même du point de vue économique, c'est pas bon pour personne là, d'avoir cette incertitude-là sur les territoires. Strictement amoralement, là, ça fait aucun sens non plus, à mon avis.
Ben oui. Fait que je sais pas à quoi les personnes qui sont responsables du projet de loi 97 s'attendent avec ça, mais je pense que, comme vous l'avez dit, ils ont été clairement avertis. Oui. Puis ils continuent de s'enfoncer dans ce projet-là en toute connaissance de cause. Fait qu'à mon sens, c'est eux qui sont responsables de rectifier la situation. C'est eux qui ont le pouvoir dans les mains. J'ai écouté la consultation particulière que vous avez faite. Vous avez été porte-parole, si on veut, de la PNQL? Oui. OK. Puis j'ai fait un petit résumé de ça. Je vais le publier en même temps que l'entrevue à ce moment-ci pour permettre aux gens de voir comment ça s'est passé, la discussion avec la ministre. Depuis février 2024, nous avons participé avec le ministère des Ressources naturelles à des discussions sur l'avenir des forêts. Les Premières Nations ont partagé leurs préoccupations, leurs enjeux et surtout leurs solutions. Il est important de souligner que nous avons été pris par surprise par le dépôt du projet de loi 97 et le processus expéditif imposé pour la réforme du régime forestier. La politique de consultation autochtone prévue dans le projet de loi actuel n'ajoute rien de nouveau et n'engage aucunement le ministère à un cadre légal clair sur la consultation et l'accommodement. Ces propositions ne font que rappeler que le processus législatif à lui seul n'est pas adapté ni propice aux obligations constitutionnelles de consultation et de consentement. À plusieurs reprises, nous vous avons demandé de collaborer à l'écriture du projet de loi afin de s'assurer du respect de nos droits. En l'inverse, vous nous avez refusé l'accès au projet et n'avez retenu aucune de nos solutions. Ce projet de loi est entièrement contraire à la demande que nous avons faite d'intégrer le consentement libre, préalable et éclairé des Premières Nations pour toutes les décisions prises concernant leurs terres. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de véritable dialogue. Vous avez évité nos demandes et avez écarté nos solutions. Madame la ministre, avez-vous maintenant l'intention de travailler avec nous? Vous avez nommé que la rencontre d'aujourd'hui, vous considérez que ce n'est pas une consultation. Que l'ensemble des 14 rencontres qu'on a eues, des discussions, des échanges, ce n'est pas des consultations. J'aimerais vous entendre sur qu'est-ce qu'une consultation pour vous. Tout à fait. On a participé de bonne foi depuis plus d'un an aux tables de réflexion, aux différentes rencontres qu'il y a pu avoir concernant l'avenir des forêts. On se rappelle également, l'hiver dernier, une rencontre où, juste avant le dépôt du projet de loi, qu'une entente de confidentialité nous avait été demandée de signer avant même de prendre part à cette rencontre. C'est totalement à l'encontre de qu'est-ce que c'est qu'une consultation et de la transparence et de la gouvernance dans nos modes de gouvernance envers nos populations en tant que Premières Nations. J'ai participé à cette rencontre accompagné de plusieurs autres Premières Nations et je vous dirais que c'était une rencontre avec des très, très grands principes, très larges, où est-ce qu'il n'y avait pas de discussion. C'était un message qui nous était partagé, encore une fois, qu'il n'y avait pas de détails sur le futur du projet de loi. Et lorsqu'on avait des questions, on nous répondait qu'on allait la prendre en note et nous revenir. Pour nous, c'est définitivement pas le concept d'une consultation et de consentement préalable, libre et éclairé. Mais j'aimerais donc m'assurer de comprendre si les processus en ce moment qu'on a utilisés pour le projet de loi ou pour les tables de réflexion sur l'avenir de la forêt ne conviennent pas, comment ils pourraient convenir. Dans ce que vous nommez, j'entends que ça ne convient pas. Qu'est-ce qui conviendrait comme consultation, comme processus de consultation? Ouais. Je pense qu'on vous l'a déjà dit à quelques fois. Moi-même, je l'ai dit devant les médias. Les prémices dont est fondé ce projet de loi est brisé. Est-ce qu'on veut continuer à, en guillemets, patcher un projet de loi qui est déjà brisé devant les yeux des Premières Nations? Moi, je ne crois pas. Il faut recommencer avec les bonnes bases. Ma question, elle est louable, c'est-à-dire je veux pouvoir m'assurer que si on reprend le processus, on ne me redise pas à la fin du processus, ce processus, il est vicié. Comment on peut faire? Parce qu'on a essayé, puis en toute franchise et en vraie bonne foi, avec Yann Lafrenière, mon collègue aux relations avec les Premières Nations, on a mis en place un processus qu'on souhaitait qu'il soit justement celui que vous nommez.
Mais là, aujourd'hui, vous me dites qu'il est vicié. Comment il pourrait, si on reprend le processus, ne pas être vicié? Oui, je voulais juste faire un ajout. Ouais. Madame la ministre, en tout respect, c'est la première question que vous nous avez posée là, lors des tables de réflexion sur l'avenir des forêts. Je vous ai répondu par une coécriture du projet de loi. Ce qui est important à rappeler ici aujourd'hui, c'est que vous avez les enlignements clairs par rapport au dernier jugement au niveau de la Cour supérieure du Québec. Lorsqu'il y a fort risque d'atteinte aux droits ancestraux, la Cour vous l'a rappelé, pas plus tard que l'année dernière, que vous devez élaborer toute nouvelle stratégie, nouveau projet de loi avec les Premières Nations. Cependant, c'est votre gouvernement qui refuse de mettre en application les jugements de la Cour. On le vit présentement dans un dossier similaire qui est le dossier Caribou. Ma question, elle est légitime. Je veux entendre, j'aimerais comprendre comment on s'assure comme État québécois qu'on respecte le processus de consultation. Si 14 rencontres, des tables en parallèle, une table de réflexion sur l'avenir de la forêt, une table nationale où on peut parler de nation à nation pour regarder des amendements pour le projet de loi, ça ne convient pas. Qu'est-ce qui va convenir? Mais encore une fois, c'est les retombées, Madame la ministre. Vous nous dites comment on peut s'assurer. Bien, on va s'en assurer si ce qu'on vous recommande et ce qu'on coécrit ou ce qu'on travaille ensemble soit réellement écrit noir sur blanc à la fin de la journée. En fait, c'est vous qui avez la solution, Madame la ministre, pour la suite des choses. Quand on parle de dialogue ou sinon d'échange à tenir entre des individus, ça prend de la bonne foi des deux parties. Consultation est un grand mot, mais moi, je trouve important de soulever le point que ça prend une ouverture pour intégrer les préoccupations et non pas juste s'échanger sur les préoccupations. Parce qu'échanger, on peut le faire pendant 10 autres années, mais sans les intégrer à même l'écriture d'un projet de loi, je pense qu'on va tourner en rond puis on va encore favoriser la dégradation de nos forêts, qui sont l'élément central de notre identité au niveau des Premières Nations. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus sur cette conversation-là. Bien, écoutez, au niveau économique, tout le monde va y parler. La forêt, comme je disais tantôt, oui, elle pousse, mais c'est pas demain matin qu'on va avoir une forêt mature, prête à être récoltée. C'est pas vrai, ça. La monoculture, ça veut dire planter juste une espèce d'arbre, ou deux, des résineux. Les pins gris, l'épinettes, mélèze, ça, c'est différents types de résineux qu'il y a sur le territoire ici, dans la ceinture boréale, où les communautés et les nations sont touchées. Ceci dit, vous savez, il y a aussi, au niveau international, des normes, des lois, au niveau économique, pour justement préserver le territoire, la biodiversité, le climat, le droit des Premières Nations. C'est clairement énoncé, ça. C'est connu, puis c'est reconnu, puis c'est appliqué dans d'autres pays. Le Québec semble vouloir faire fi de tout ça. Donc, économiquement parlant, l'industrie, elle, n'aura pas de certification, de reconnaissance qui ont fait tous les efforts possibles pour protéger un territoire. La certification permet à l'industrie de vendre son bois à un meilleur prix, si je dirais ça. Je vais le dire comme ça. Mais si elle n'est pas certifiée, ça va lui coûter plus cher. Elle va perdre des sous. Donc, s'il perd des sous, le dernier contracteur là, qui va couper du bois là, avec sa machine et son équipe, là, elles vont en payer le prix. Économiquement parlant, elle ne sera plus viable. C'est ça qu'on dit au gouvernement, puis c'est ça qu'on voudrait que l'industrie puis que les entrepreneurs, les contracteurs comprennent. S'ils s'allient avec nous, ils vont être gagnants. Mais on ne pourra plus faire la foresterie comme qu'on faisait avant. On ne pourra plus parce que le bois mature de grande dimension n'existe presque plus. Il faut aller de plus en plus loin pour essayer d'avoir du bois mature. Puis qu'est-ce qui reste? Bien, il n'est plus tellement, comme je le disais tantôt. Donc, économiquement parlant, si on regarde les coûts pour opérer, bien, le dernier qui paye, bien, c'est l'entrepreneur, c'est son employé. Ce n'est pas les Premières Nations qui ont créé ça, il faut se le rappeler. C'est le gouvernement et l'industrie qui ont été complices de tout ça. Puis je rappelle une autre chose, Domtar, parce qu'il a acheté pas mal des autres petites industries ici, un peu partout au Québec, je pense. L'intérêt est international, oui, mais l'intérêt, les revenus, les avantages, le profit vont
sortir du Québec, vont sortir du Canada. Ce n'est plus une propriété québécoise ou canadienne. C'est rendu, c'est un autre qui vient soutirer les bénéfices de nos territoires, de nos ressources, et qui s'en va avec ailleurs. Oui. Ça, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. C'est Jackson Wijaya. C'est un investisseur indonésien. Exact. Puis c'est son grand-père qui a commencé une compagnie de foresterie, d'exploitation forestière en Indonésie. Ouais. Aujourd'hui, sa famille vaut 19 milliards de dollars. Ouais. Puis c'est lui qui s'est installé au Canada à partir de 2007. En 2003, il a acheté Résolu. Ouais. Puis Résolu, c'est la plus grande compagnie forestière du Québec quand on prend en compte le fait que Résolu, je pense en 2023, avait presque le quart des garanties d'approvisionnement sur les forêts publiques. Fait que c'est ça, c'est un intérêt étranger. Exact. Exact. C'est pour ça qu'on dit qu'au Québec, là, les avantages, on n'en a presque plus. Là. Vous savez, il y a certaines communautés qui ont des moulins à scie encore au Québec. Ils ont des moulins, ils ont des opérateurs, ils ont de la machinerie, ils ont tout. Là. Eux aussi, ils perdent. Et pourtant, ces personnes-là ne sont pas aidées par l'industrie, ni par le gouvernement. C'est très minime. Donc, la part du Québec vis-à-vis de l'économie de nos Premières Nations, il est presque nul. Presque nul. Et pourtant c'est nos terres ancestraux. Qu'est-ce qu'on en retire? Presque rien. Presque rien. À peine. C'est très minime par rapport aux entreprises qui, elles, au moins, peuvent avoir certains avantages économiques. Mais c'est très minime, encore une fois. Et ces personnes-là, ces entrepreneurs-là, ils doivent couper les cheveux en quatre pour arriver. Là. C'est ce qu'on, en tout cas, moi, je comprends la question économique, la formule économique, là, puis je vais vous dire, ça doit être très difficile pour ces entrepreneurs-là. On comprend. C'est ça, parce qu'il y a eu de la surexploitation pendant des décennies, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pour être capable de faire le même profit, c'est pratiquement impossible parce qu'il faut que tu ailles plus loin. Ça coûte plus cher de gaz pour ramener ça. Les forêts proches des usines, le bois est tout petit. Fait qu'il faut que tu en coupes bien plus pour avoir la même quantité de volume. Exact. Fait que ça, c'est un problème. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble un article qui est spécifique du projet de loi parce qu'on parle du projet de loi, mais ce serait intéressant de parler concrètement de qu'est-ce qui est dedans. Moi, je trouve, en faisant ma recherche, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient justement concrètement des articles. Puis j'ai entendu beaucoup d'opinions. Puis j'avais envie de le croire, mais avant de regarder le projet de loi moi-même, je ne pouvais pas juste croire ça, même si plein d'acteurs s'entendaient pour... Il y avait presque consensus. Fait que j'ai sorti un article ici. Je peux dire, premièrement, le projet de loi 97, ce qu'il fait, c'est qu'il modifie plusieurs articles de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Fait que l'article 69 du projet de loi 97 est décrit en gros comment est-ce que la gestion du milieu forestier va se faire dans les unités d'aménagement. Je peux expliquer vite fait c'est quoi une unité d'aménagement. Dans le fond, c'est assez simple. Il y en a, je pense, une cinquantaine sur le territoire du Québec. En ce moment, avec la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, dans chaque unité d'aménagement, il y a une table de gestion intégrée des ressources et du territoire, que ça s'appelle. En ce moment, il y a tout plein d'acteurs qui ont des intérêts, les acteurs de qui on a discuté depuis le début de la conversation, qui vont se rencontrer sur les tables locales, puis qui vont discuter de comment faire pour se diviser le territoire, entre guillemets. Mais ce que le projet de loi fait, c'est qu'il supprime les tables de gestion, puis il donne à l'aménagiste forestier régional, qui est un nouveau rôle qui est créé, la prérogative de diviser les unités d'aménagement en 3 zones différentes, comme on a discuté tantôt. La première, les zones d'aménagement forestier prioritaire, ou en d'autres mots, où est-ce que l'exploitation a priorité. Après ça, les zones de conservation, priorité à la biodiversité. Ouais. Puis après ça, les zones multi-usages. Le fonctionnement actuel, tout est une zone multi-usage, de ce que je comprends. Puis avec le nouveau projet de loi, on divise ça en 3 zones. Fait que l'aménagiste forestier régional, lui, son travail, c'est de diviser les territoires, les unités d'aménagement en 3 zones distinctes. Puis une fois que ça c'est fait, là, l'industrie forestière va faire la programmation des activités d'exploitation sur les zones d'aménagement forestier prioritaire. Puis dans ces zones-là, n'a pas besoin de faire de consultation avec la population. Dans les zones multi-usages, c'est aussi les compagnies forestières qui font la programmation de l'exploitation, sauf que dans les zones multi-usages, ils doivent faire des consultations publiques.
Le projet de loi stipule ça. Ce que je suis en train de dire là, c'est tout en lien avec l'article 69. Fait que je vais mettre à l'écran pendant que je parle les articles pour que les gens puissent arrêter, peser sur pause lire pour voir si j'ai bien compris le truc. Parce que c'est quand même complexe. C'est la première fois que je lis un projet de loi, puis il y a des trucs, des fois, des formulations que tu te dis, OK, il faut que je fouille un peu pour voir ce que ça veut dire. Fait que l'article que j'ai sorti, dans le fond, que je voulais qu'on discute, c'est l'article 116.16. On parlait de consultation tantôt. Les secteurs visés au paragraphe 1 de l'article 116.12. Paragraphe 1 de l'article 116.12, c'est les secteurs où seront réalisées les activités d'aménagement forestier. En d'autres mots, les endroits où est-ce qu'il va y avoir des coupes forestières, c'est les compagnies forestières qui ont les permis pour faire la programmation. Fait que les secteurs où seront réalisées les activités d'aménagement forestier font l'objet d'une sélection par les titulaires responsables. Les titulaires responsables, c'est les compagnies forestières. Fait que les secteurs où on va couper du bois font l'objet d'une sélection par les compagnies forestières, conformément aux normes prévues par règlement du gouvernement. Les titulaires soumettent au ministre une version préliminaire de la sélection des secteurs aux conditions prévues par règlement du gouvernement. Fait que les compagnies forestières, une fois qu'ils ont fait leur programmation, vont soumettre ça à la ministre. Puis après ça, c'est la job de la ministre de déterminer les mesures d'harmonisation concernant les communautés autochtones applicables en fonction des impacts de la sélection des secteurs sur celles-ci. Fait qu'on parlait de consultation préalable, libre et éclairée. Ça, à mon sens, ça va complètement à l'encontre d'une consultation préalable. Vous avez bonne lecture, oui. OK. Oui. Ben, c'est ce qu'on annonce depuis le début. Dès que nos gens... Vous savez, quand il y a eu consultation, si on peut dire ça, je n'appelle pas ça de la consultation, moi. L'industrie, le gouvernement, c'est-à-dire, avait demandé à rencontrer des gens. Vous aviez des scientifiques, il y avait des autres usagers du territoire, des ressources. Il y avait nous, les Premières Nations. Puis, la ministre, lors de cette rencontre-là, avec son équipe, ont exigé à ce qu'il y ait une entente de confidentialité. Souvenez-vous-en, là. C'est la ministre qui impose cette entente de confidentialité-là aux autres usagers. Nous, ce qu'on a dit au ministre, on a dit non. On n'est pas d'accord de signer aucune entente de confidentialité. Nous, les chefs, les communautés qui représentent nos membres, on n'était pas d'accord, on n'a jamais été d'accord. Puis, donc, on a dit au gouvernement, non, ça, là, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, les Premières Nations, on veut être transparent, puis on va rester transparent vis-à-vis de nos membres. Puis ça a été le cas. Puis on a dénoncé publiquement, au niveau des médias, que cette façon de faire-là était carrément inacceptable, immorale et injustifiable. Donc, suite à ça, on a publié au niveau des médias qu'est-ce qui s'en venait, puis pourquoi la question de confidentialité n'était pas acceptable pour nous. Malgré que les autres utilisateurs, pour les informations qu'ils souhaitaient avoir, elles ont signé cette entente de confidentialité-là. Les autres utilisateurs, là, je parle des autres organisations non autochtones. Ils ont eu l'information, mais ils ne pouvaient pas le publier ou en parler publiquement ou avec leur groupe ou leur association, peu importe. Là, ils ne pouvaient pas en parler. Donc, ils gardaient ça pour eux-mêmes, sinon, la ministre pouvait les poursuivre. Est-ce que c'est pratique courante de faire ça? Ça semble étrange. Bien, écoutez, moi, pour ma part, en tout cas, ça faisait la première fois que je voyais ça, mais dans le passé, je pense que ça a déjà eu lieu. Là. Parce qu'il y avait des négociations en catimini, je vais le dire comme ça. Mais nous, ici, je parle pour ma communauté. Jamais je vais cacher quelque chose dans ma population. Puis j'ai toujours été transparent. Avec les informations que j'avais, je les présentais à ma population. Les mandats que j'ai pour négocier et discuter avec peu importe le parti privé ou gouvernemental, je vais le chercher en assemblée avec ma population, avec mes collègues. Nous allons en assemblée. Suite à cette assemblée-là, nous allons avancer. Si on l'a, le mandat ou pas, on l'explique. De A à Z. On explique un projet, on explique c'est quoi les conséquences, les avantages, bien sûr, mais on l'explique à notre population. C'est de là qu'on tient nos mandats, nous, comme conseil.
Puis ça, ben, c'est pas tout le monde qui procède de cette façon-là au niveau des autres nations avoisinantes. Il y en a qui c'est différentes façons. Mais ça, c'est notre façon de faire. Ceci dit, vous savez, la consultation, c'est important. On ne peut pas garder ça au sein juste d'un petit groupe, un cercle est limité. Surtout quand il est question des droits des Premières Nations. Le conseil de bande, là, il y a des responsabilités, oui, mais elle n'a pas de droits ancestraux. Ce n'est pas elle, c'est une entité fédérale, c'est un prolongement de la loi sur les Indiens, c'est une délégation de certains pouvoirs limités, je le dis bien, de gestion d'administration. C'est tout. On n'a pas de droits ancestraux, nous, le conseil de bande. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, on ne prétend pas avoir ces droits-là. C'est les familles, c'est les membres, eux, qui ont collectivement, de notre côté, chez les Algonquins, Anishinaabe, le droit est collectif. Elle n'est pas divisée par des individus ou des chefs de famille ou des chefs de territoire. On ne le dit pas comme ça, nous. Là. Donc, c'est cette distinction-là qui est importante. On n'est pas tous pareils de mur à mur. C'est comme dans l'Ouest. Dans l'Ouest, il y a des clans, il y a des chefs héréditaires. Nous, ce n'est pas le cas dans notre cas. Là. Mais c'est quand même quelque chose qu'on doit connaître aussi quand on parle avec nos Premières Nations de certaines communautés. Parce qu'on n'est pas tous pareils, comme je le disais. Mais pour revenir à la question de la ministre qui se donne carte blanche, finalement, hein, si elle-même, avec son projet de loi, il s'enlève même son autorité comme ministre. Elle s'enlève et elle donne carte blanche à l'industrie. Parce que l'aménagiste forestier régional est sous le forestier en chef. On n'a pas parlé de ce rôle-là, mais le forestier en chef, lui, techniquement, il est pas... il est indépendant du ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Ben, c'est pas vrai. Non? Il n'est pas indépendant. OK. Il est sous la gouverne directe du ministre. OK. Allez voir. OK. Nous, on a fait l'exercice. On a été voir. Tu as la ministre, tu as les sous-ministres, puis monsieur le forestier en chef, là, c'est un sous-ministre. Ah ouais? Oui. Oui. Allez-y. Moi, je vous invite à regarder. Faites vos recherches. Vous n'êtes pas obligé de nous croire pour sa parole. Faites vos recherches. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est ça. Nous, on n'a rien à cacher, là. On dénonce des choses qui ne sont pas acceptables pour la société en général. Surtout pas pour nous, les Premières Nations. Fait que ça, c'est ce qu'on dit. On essaie de concilier les choses, de donner des infos où est-ce qu'on est capable de faire. Mais écoutez, on n'a pas les capacités illimitées, nous, là. C'est pas vrai, ça. Il y en a qui croient dans les choses, là. Il y a bien des mythes aussi qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les croyances populaires. Mais c'est pour ça que je vous disais, venez nous voir, parlons-en, parlons des choses que vous voudriez qu'on parle. Moi, je suis ouvert à parler avec monsieur, madame, tout le monde, là. Je ne suis pas fermé, voilà. On est rendu à 2025, la société est tellement ouverte aujourd'hui qu'on ne devrait plus s'ignorer. Puis je pense que la meilleure solution pour régler le racisme et l'ignorance, c'est le contact. Plus on se parle entre nous, plus on se mêle, plus on va se rendre compte, OK, ben on veut les mêmes choses, on a les mêmes intérêts, les mêmes priorités en général. Fait qu'on est capable de bien s'entendre puis de rester dans un climat harmonieux. On l'espère tous, tout le moins. On a besoin de manger, on a besoin d'un toit. Ça, c'est des besoins élémentaires de base de toute société, de toute personne. Ça, c'est clair, on a des intérêts communs. Là. Vous avez parlé de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. J'aimerais ça qu'on jase un petit peu de ça. Oui. Fait que vous avez parlé, premièrement, que le projet de loi 97 allait à l'encontre des articles 26, 29 et 32. Fait que je pense que c'est important de dire dès le départ qu'en 2019, l'Assemblée nationale du Québec, tous les députés, de manière unanime, ont voté pour reconnaître la DNUDPA. Ben après ça, ils devraient prendre action dans les prochaines lois qu'ils créent. Fait que quand tu crées une nouvelle loi, il faut que tu t'assures que dans la DNUDPA, tous les articles sont respectés. Fait que de base, c'est ça le principe. Fait que je ne sais pas si vous voulez discuter des articles 26, 29 et 32. C'est les articles que vous disiez qui n'étaient pas respectés, dans le fond, par le projet de loi. Oui. Bien, au niveau international, il y a quand même de grands progrès. Mais le droit canadien, ou québécois, ils ont du retard.
pour mettre en place et reconnaître et changer leur législation. Parce qu'on parle de réconciliation, entre guillemets, législative en ce moment-ci. Ça, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour les gouvernements. Mais ils doivent collaborer avec nous. On ne peut plus faire aucune législation, à mon avis, au pays, même au Québec, sans que nous, les Premières Nations, y prenions part. On ne peut plus être relégué au second rang ou complètement ignoré pour tout projet de loi. Là. Surtout, c'est des projets de loi qui touchent le territoire. Sur le territoire, vous avez des lacs, des rivières, des ruisseaux, vous avez des différentes espèces, vous avez différents arbres ou ressources. Il y en a plusieurs. Donc, ceci dit, c'est le Québec et le Canada qui doivent modifier leurs lois en conséquence vis-à-vis cette déclaration-là des Nations unies. La mise en œuvre va être importante. Tout l'aspect mécanique et de suivi doit être évalué sur tous les angles. Ça ne se fera pas demain matin. Mais il y a un départ. Il y a un départ qu'on peut faire. Par exemple, ici, je vois dans l'article 26, l'article 2. Je vais vous le lire. Ça, c'est votre document. Là. Puis ça, on peut le retrouver un peu partout. On va regarder sur Internet. Se lit comme suit. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent. Je dis bien qu'ils possèdent, parce qu'il leur appartient, ou qu'ils les occupent, ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont acquis. Moi, je dirais, je vais vous le dire à un autre mot. Les territoires non cédés. Les nations sont souveraines sur leur territoire non cédé. 2 phrases. C'est ça que ça veut dire. Dans ma lecture. Comme chef. On n'a jamais cédé nos territoires. On n'a jamais été vaincu militairement. Donc, en droit international, même en droit canadien, moi, je vous dirais, même s'il y a des interprétations, moi, je dirais, on est encore souverain sur nos territoires non cédés. Simon, ou la nation algonquine, n'a jamais signé de traité. Vous savez pourquoi? Dans la politique fédérale, le Canada exigeait l'extinction de nos droits. On n'a jamais été d'accord avec ça. Puis aujourd'hui encore. On ne sera pas d'accord demain matin, on ne sera pas d'accord après-demain, ni dans les prochaines années. On n'est pas prêt à signer aucun traité avec aucun gouvernement qui ne reconnaît pas nos droits ancestraux, le titre ancestral, notre souveraineté sur notre territoire. Il n'y en a pas question. Il faut que ça soit clair. Par contre, ce que je vous dis, on peut trouver un juste milieu où tout le monde va être respecté et sera respecté. Moi, c'est ça ce que je dis. Puis je pense que c'est très positif, là. C'est du concret. Mais encore là, le gouvernement il doit être partie prenante de ces discussions-là. Les citoyens ils doivent être rencontrés, consultés. Il doit y avoir une collaboration. Comme je disais tantôt, on est tous là pour rester. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de cette dynamique-là, dans le fond, parce que si j'essaie de me mettre dans la peau, justement, de quelqu'un qui est d'un Québécois ou d'une Québécoise qui n'est pas familier avec cette histoire-là, puis qui se dit « Ouais, c'est vrai qu'on est arrivé puis qu'on les a tassés, mais c'est pas nous qui a fait ça, c'est les générations précédentes. Puis maintenant, on vit ici. Tout le monde vit ici. Fait qu'il faut trouver moyen de s'entendre de cette façon-là. Mais vous, ce que vous dites, de ma compréhension, c'est vous n'allez pas juste intégrer le système politique québécois parce que vous avez une identité culturelle distincte, vous avez votre bagage distinct, ce qui fait en sorte que on ne peut pas vous demander de juste abandonner ça puis de devenir, entre guillemets, des Québécois. Vous avez vos propres modes de gouvernance, il faut s'entendre sur la gestion commune du territoire. Est-ce que je comprends bien? Oui. Vous savez, on a une mémoire qui est collective. Il y en a quelques-uns qui l'ont oublié. Hein? Ça, moi, je pense que c'est volontaire.
Ceci dit, dans les premiers contacts, il y a eu une entente. Qui s'en souvient? Ben, nous, les Premières Nations, on s'en souvient. On connaît l'histoire, notre histoire. On sait c'était quoi nos engagements. On a une entente qu'on appelle la ceinture wampum. C'est l'histoire est décrite dans ça. C'était quoi les engagements et les responsabilités de chacun. La société qui venait d'arriver, les premiers Européens, puis il y avait des engagements de part et d'autre. C'est un traité international. En tout cas, de nature internationale. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dernièrement, il n'y a pas si longtemps, l'été dernier, me semble, le roi, comment il s'appelle son petit nom? Charles. Charles, oui, merci. Il est venu, puis il a déclaré quelque chose d'important. Il a dit, le territoire, nous sommes sur des territoires de la nation Anishinaabe-Algonquin. Territoire non cédé. Il dit ça devant tout le monde, devant les médias. Il y avait beaucoup de monde. Là. Le Canada était là, les représentants canadiens, ils ont parti. Il a dit très publiquement. Lui, il s'en souvient. Personne ne lui a forcé de dire ça. C'est un souverain qui vient d'un autre pays. Vous savez, le Canada était anciennement une colonie anglaise. Hein? C'est pour ceux qui s'en souviennent. Mais nous aussi, on s'en souvient. Même avec cette colonie-là, il y avait eu des ententes avec différentes nations. Puis, nous, de notre côté, on s'est tenu à ces engagements-là antérieurs. Même la Constitution canadienne reconnaît, je ne me souviens plus comment on appelle ça. Les droits ancestraux? Non, je pense qu'il y avait, à une autre époque, le terme m'échappe, là. Écoutez, c'est une déclaration qui venait de l'Angleterre, du roi, à l'époque. Puis, ça a été utilisé, ça, à la Cour suprême du Canada. Puis, la Cour suprême du Canada a reconnu cette ancienne entente-là. La proclamation royale. Merci beaucoup. Okay. C'est le terme que je cherchais, la proclamation royale. Il y a certains articles qui étaient assez clairs, puis qu'à cette époque-là, que même aujourd'hui, la Cour suprême du Canada reconnaît certains articles valides au niveau du droit canadien, qui reconnaît, en tout cas, les droits ancestraux des Premières Nations. Puis aujourd'hui, l'article 35 est un peu plus clair là-dessus. L'article 35, c'est un article de la loi constitutionnelle. Donc, c'est déjà en 2025, c'est encore là. Mais qu'est-ce que Québec fait? Qu'est-ce qui fait peur au Québec, au gouvernement du Québec, aux autres partis qui restent dans le silence? Nous, on n'est pas là. On ne va pas expulser personne. C'est pas vrai. C'est ceux qui racontent ce genre de choses-là, ils sont méconnaissants. C'est vraiment une méconnaissance, de l'ignorance. Il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau populaire. Puis c'est pour ça que je vous dis, il faut continuer à se parler. Là. On ne peut pas bâtir sur l'ignorance. C'est impossible. De mon interprétation, c'est peut-être bien que je me trompe, là, mais en faisant de la recherche là-dessus, en regardant différents enjeux sur lesquels il y a eu des Premières Nations qui ont voulu participer au processus décisionnel en collaboration avec le gouvernement du Québec, il y a quelques cas où est-ce que je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec a choisi d'ignorer les Premières Nations. Si je prends un exemple, projet de loi 96, je pense, en décembre dernier, sur la capacité des Premières Nations à définir leurs soins de santé, je pense. Ouais. C'était en lien avec ça. Puis les Premières Nations avaient demandé d'être impliquées dans ce processus-là. Ouais. Le projet de loi était vraiment au sujet de la sécurisation culturelle, je pense, dans les soins de santé, c'est ça. Ouais. Puis le projet de loi a quand même été écrit sans les Premières Nations, puis quand il a été publié, il y a la PNQL qui est sortie en disant qu'il était contre ce projet de loi-là. Mais ça, je peux pas voir comment est-ce qu'ils ont choisi de ne pas collaborer. Oui. Ben, je vais vous donner un autre exemple.
C'est en lien avec la garde des enfants et des services sociaux. Je m'en souviens plus de l'article 92, je pense. Au pire, je le trouverai puis je le mettrai. Oui, il me semble que c'est ça. Le Québec a contesté ce projet de loi-là, qui était fédéral. Ça a été amené par une communauté atikamekw, justement. Puis il a été à tous les échelons des cours du Québec, jusqu'à la Cour suprême du Canada. 2 ans passés, me semble. Obidjouan, qui avait avancé ce dossier-là. Et avait très clairement dit que c'était de leur responsabilité. Leurs enfants, c'est nos responsabilités. C'est notre droit, comme peuple, d'élever nos enfants. Grosso modo, ça se tenait à peu près à ça. Le Québec a refusé en disant que, constitutionnellement parlant, il était de leur responsabilité dans le partage des pouvoirs d'avoir cette responsabilité-là. Eux, ils ont amené l'élément constitutionnel parce qu'il y a des divisions des pouvoirs constitutionnels au niveau canadien vis-à-vis des provinces. Puis l'éducation est l'une de ces pouvoirs-là qui a été, je dirais, déléguée plutôt aux provinces. Puis le Québec avait contesté l'approche du fédéral. L'approche des Atikamekw, mais que le fédéral aussi, au départ, c'était so-so, je vous le dis comme ça. Là. Mais finalement, en bout de ligne, les Atikamekw ont gagné. Contre le Québec, ils contestaient. Et contre d'autres provinces, que je ne me souviens plus lesquelles, mais il y avait d'autres provinces qui étaient comme dans la même position que le Québec en contestant le projet de loi, la loi, mettons. Finalement, c'est une petite communauté, Atikamekw qui a gagné sa cause devant la Cour suprême. Contre un gouvernement qui ne voulait rien entendre encore une fois. Projet de loi, la loi 92 aujourd'hui, je pense que c'est une loi. Puis la chose culturelle au niveau de la santé, et maintenant le PL 97. Le Québec va de l'avant en ignorant les Premières Nations. C'est comme ça, cette relation-là, Québec-Premières Nations, avec le gouvernement actuel, la CAQ. Là. C'est très, très difficile. Puis nous, on a essayé de proposer des solutions. Mais comme je reviens à Mme Maréchal qui disait, ben, c'est un monologue. C'est encore le cas. Ouais. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps. Je n'ai pas regardé l'heure. Oui, à 15 heures, il faut que je quitte. Vous devez quitter? Ben, c'est parce que j'ai une autre rencontre. Ah, je comprends parfaitement. Oui. Fait que merci beaucoup pour votre temps. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, puis je trouve que ça a beaucoup de valeur d'aller chercher votre opinion là-dessus. Vous en connaissez beaucoup là-dessus, puis je pense que plus de gens sont conscients de ce qui se passe avec le projet de loi 97 et plus largement avec la situation des Premières Nations, puis leur relation avec le gouvernement du Québec, le mieux c'est. Bien, ce qui est important de retenir, c'est que pour nous, l'enjeu, c'est vraiment notre identité, notre ligne sacrée sur le territoire. Parce que c'est là qu'on a nos écoles, notre identité, nos médecines. Tout est relié en territoire. Pour nous, ce lien-là, il est sacré, il est spirituel. Donc, c'est important. Il en va de notre survie identitaire. C'est plus qu'un projet de loi. Là. Il faut vraiment regarder au-delà de l'arbre. On est une société vivante, très vivante. C'est ce qui est important de retenir. Merci encore une fois. Miigwech.